Dans le Book Club aujourd'hui, on descend dans la rue, on regarde autour de nous, dessins gigantesques, fresques monumentales, mots d'amour et mots de l'époque. Une pratique qu'on appelle le street art, l'art urbain qui s'étend depuis 60 ans sur les murs de la capitale française. C'est ce qu'on apprend dans l'exposition Capitale à découvrir à la mairie de Paris, expo accompagnée d'un beau livre, catalogue d'exposition qui nous rappelle les noms et les styles divers qui ont signé nos murs parisiens. Mais comment on habillait nos rues sous l'Ancien Régime, pendant la Révolution française, au cours du long Moyen-Âge ou dans le monde romain? Eh bien, on le découvre, ça, dans Histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours. Bonjour Danielle Tartakovsky. Bonjour. Vous êtes historienne et spécialiste des mouvements sociaux et vous avez dirigé l'ouvrage Histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours, publié chez Taillandier. Merci d'être avec nous. Bonjour Élise Erkovitch. Bonjour. Vous êtes directrice artistique et fondatrice de l'association Artazoï qui accompagne des interventions artistiques dans l'espace public, et vous êtes, vous, co-autrice du catalogue de l'exposition Capitale 60 ans d'art urbain à Paris, un livre publié aux éditions Alternatives. Merci à vous aussi d'être avec nous. On entendra des street artistes tout au long de cette émission qui nous expliquent pourquoi elles écrivent et dessinent sur nos murs. Des street artistes à retrouver dans le livre Le Rire urbain de Sophie Pujas, publié lui aussi aux éditions Alternatives. Mais pour commencer, je voulais peut-être qu'on définisse ce qu'on appelle la rue, ce qu'on appelle la street. Qui veut commencer? Danielle Tartakovsky, peut-être. Chronologiquement, dans la mesure où notre histoire, qui est une histoire collective, traite de la rue depuis l'Antiquité. C'est notre collègue Catherine Saliou qui a rédigé cette partie jusqu'à aujourd'hui, avec le phénomène de retour de la rue dans lequel nous avons évidemment intégré le street art. Nous sommes les héritiers d'un phénomène de longue durée qui surgit avec les tout débuts de ce qu'on ne peut même pas appeler l'urbanisation et qui consiste à tracer des réseaux pour aller d'un point à un autre. Et Catherine Saliou nous montre, et notamment à partir de l'exemple de Pompéi, comment cet héritage est un héritage qui se lie encore très fortement à la fois dans la pensée urbaine et dans le plan de certaines de nos villes d'Europe occidentale en particulier. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de dire que tout est dans tout et que rien n'a changé. Et nous montrons comment il y a à la fois des fils qu'il s'agit de tirer pour comprendre dans quel espace nous vivons, avec quel espace quelquefois nous travaillons des contradictions qui étaient déjà présentes il y a fort longtemps, et de combiner ce temps long avec les mutations nouvelles et ce que nous avons appelé le retour à la rue. Oui, on a troqué la sandale pour la basket et puis le cheval par la voiture. Élise Erkovitch, c'est quoi la rue pour vous, la street ? Plutôt la rue, d'ailleurs. La rue, c'est l'espace où on vit tous ensemble. Certains plus que d'autres, d'ailleurs. Ah oui, qui, par ailleurs? Plus les hommes que les femmes. D'accord. Et plus les adultes que les enfants, en tout cas dans notre pays, puisque la rue, elle n'est pas pareille dans tous les pays. Et l'espace public, en général, est différent dans tous les pays. Mais en tout cas, la rue de notre capitale et de nos villes à nous, elle est peuplée, et elle est aussi l'espace d'expression d'artistes notamment, d'artistes picturaux, d'artistes urbains, mais elle est aussi le lieu d'envahissement par la publicité, de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc nous, on se bat aussi pour que l'expression artistique soit plus présente dans la rue. Plus que la publicité. Oui, plus que la publicité. On va écouter justement un street artiste qui s'appelle Singular Vintage, qui mixe dans ses créations les codes du street art à ceux de la typographie. Pourquoi la rue ? Parce que c'est un formidable terrain de jeu, d'expression, de liberté. J'ai envie de dire que c'est le lieu démocratique par excellence, à tous et pour tous. L'idée, c'est de s'inscrire dans l'espace public, de le faire parler à travers les mots. Les murs sont un peu comme des feuilles de béton sur lesquelles je pochoirise une pensée, une boutade ou une réaction à l'actualité. Pourquoi les mots ? Parce que c'est le médium le plus naturel pour moi, encore plus que l'image. Je les utilise pour apporter un peu de poésie ou du piquant à la grisaille urbaine, pour créer de l'interactivité avec les passants, les faire sourire, réfléchir ou les surprendre. C'est une prise de parole directe que j'aime bien.
une forme de dialogue aussi. Un lien éphémère qui passe par le regard de ceux qui croisent mes phrases. J'aime l'idée que certaines d'entre elles fassent un bout de chemin dans la tête de passants et, si possible, les évadent ou leur donnent du courage. C'était la voix du street artiste Singular Vintage qui nous rappelle que la rue est l'espace démocratique par excellence. Daniel Tartakovsky, est-ce que la rue, elle nous appartient à toutes et à tous? Je dirais démocratique, oui et non. Nous avons vraiment mis la question de la contradiction et des tensions internes à chaque époque au cœur de l'ouvrage, parce que certes les hommes plus que les femmes, d'accord, mais la rue dont nous avons aujourd'hui, c'est vrai, une image plutôt sympathique et festive. On dit quand même une femme des rues, un enfant des rues, être à la rue, ce qui malheureusement avec l'hiver qui vient vaut pour beaucoup d'entre nous. La rue interdite à d'aucuns. Nous avons mis en avant la Fondation Abbé Pierre, les pics d'or de l'Abbé Pierre, hein, qui récompense la ville qui s'est illustrée dans son rejet maximum des sans domicile fixe. La rue, c'est un espace que les pouvoirs successifs se sont essayés à rendre lisse, et notamment en matière de ce qu'il était loisible d'afficher ou pas, mais c'est aussi en longue durée dans notre histoire française le lieu des conflits, des tensions, des révolutions. Démocratie, oui, mais dans un monde où nous voyons aussi se développer les gated communities, qui font que la rue n'est plus à tous, donc contradiction. Et est-ce qu'il y a eu un temps où il n'y avait personne dans la rue et un temps où il y avait tout le monde dans la rue? Ah non, il y a toujours eu tout le monde dans la rue. D'accord. Nous avons, Catherine Saliou cite un poème de Juvénal, qui est presque en mot pour mot semblable à Boileau, et presque mot pour mot des articles que nous pouvons lire dans la presse au quotidien. Donc les embarras, non pas de Paris, mais les embarras des rues, de Paris, de n'importe quelle rue, c'est vieux comme la rue. Et la rue, c'est un espace qu'on essaye toujours d'ordonner. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, Daniel Tartakovsky, hier et aujourd'hui. Pourquoi il faut ordonner la rue? Bien, il faut ordonner la rue parce que la rue, dès lors qu'elle est le lieu où chacun essaye de trouver sa place, avec de plus ou moins grande facilité à vivre ensemble, est aussi un lieu de tension. Alors de tension de voisinage. Claude Gauvard montre comment au Moyen-Âge les réputations se font et se défont par la rue, et ça concerne essentiellement les femmes qui sont pointées du doigt ou au contraire mises en avant. C'est un lieu dans lequel le pouvoir, les pouvoirs successifs constituent des images d'eux-mêmes, et les entrées royales étudiées par notre collègue Cornette et toute la symbolique républicaine, mais encore une fois, depuis le XIIe siècle, c'est le lieu des insurrections urbaines, des révolutions, c'est le lieu aussi des truands, des voleurs, des inquiétudes, c'est le lieu de la nuit avant que la lumière ne soit, donc un lieu dans lequel les pouvoirs successifs, qu'ils soient communaux ou nationaux, éprouvent le besoin de réguler. Élise Herskovitch, est-ce que les street artistes que vous accompagnez, que vous présentez dans le livre Capital 60 ans d'art urbain, ils désordonnent la rue ou ils la réenchantent? Un peu des deux, je dirais. Ils y font des propositions, en tout cas, des propositions différentes, incongrues, des fois très accessibles, des fois un peu moins. Il y a souvent, moi j'ai des murs à programmation, donc je programme des interventions artistiques sur des murs, dans le 20e notamment. Et il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent ah, c'est beau ce que vous faites, mais en face, les tags, là, c'est pas beau. Et donc la rue, pour moi, c'est aussi un territoire et un espace qui nous permet de faire de la pédagogie, de la médiation, et aussi d'apprendre à ces gens-là que tous ceux qui font les murs aujourd'hui des grandes œuvres ont commencé par faire du graffiti, ont commencé par la lettre, ont commencé par écrire. Par les mots. Par les mots, exactement. Plus que par les mots, par les lettres. Parce qu'ils sont rares ceux qui écrivent des mots. La plupart d'entre eux écrivent leur nom. Donc l'idée est plutôt d'écrire un nom, de trouver un nom, de trouver un style, de trouver une calligraphie qui va révéler une identité. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire évidemment qu'ils réenchantent la rue. Et qui sont ces artistes justement qui réenchantent la rue depuis 60 ans? Ils sont très divers, ils sont bien plus masculins que féminins. Et c'est pour donner suite à ce que je viens de dire, c'est que la rue est aussi un endroit dur, un endroit où règne souvent la loi du plus fort aussi. En tout cas, c'est assez historique. Et donc effectivement, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile
de se faire une place dedans, d'être sécurisé, d'être confortable, enfin en tout cas, voilà. Mais c'est plus dur pour les femmes de faire le mur. Oui, bien sûr. Puisque l'espace public a été vraiment le lieu du masculin. Mais parmi ces artistes, oui, alors, pardon. Parmi ces artistes, il y a des gens qui font du pochoir, il y a des gens qui font du collage, il y a des gens qui font du graffiti, qui font du tag, des gens qui font de la peinture abstraite. Il y a plein de... C'est ça qui est magnifique dans l'art urbain, c'est que les propositions sont très différentes, très diverses, multiples, et finalement s'adressent à tout le monde pour le coup et peut résonner de manière très démocratique aussi là pour le coup et très globale dans l'imaginaire de chacun. Il y a un des premiers, je crois que c'est Ernest Pignon-Ernest. Alors un des premiers c'est plutôt Villeglé avec Raymond Hins qui travaille la superposition d'affiches et la lacération des affiches. Ça on est dans les années 50 et puis ensuite suit plutôt Zloty Camien qui est le premier à avoir utilisé le spray et qui d'ailleurs au début utilisait la poire de lavement pour peindre ces bonhommes, ces éphémères. Et ensuite, effectivement, suit Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste très politisé, très engagé, et qui par ses premières peintures, s'employait à dénoncer les massacres d'Hiroshima et qui a continué toujours à mettre une essence politique et revendicatrice dans son œuvre. Daniel Tartakovsky, vous voulez... Oui, donc je voulais simplement dire qu'effectivement, nous sommes revenus sur la notion d'artiviste, qui est très intéressante, parce que c'est à la fois réenchanter la ville et réenchanter la rue, peut-être essayer, je ne sais pas si dire de réenchanter la politique, mais en tout cas de donner sens à l'action politique sous des formes nouvelles. Et je crois que c'est intéressant qu'on se retrouve côte à côte, parce que ça témoigne de ce que ce terrain est un terrain qui aujourd'hui permet à des quantités d'acteurs de s'exprimer sous des formes qui deviennent conjointes. Daniel Tartakovsky, j'ai lu dans votre livre quelque chose que vous appelez, qu'on appelle les cris de la rue. De quoi il s'agit ? Eh bien, c'est toutes les formes d'expression écrites ou picturales qui, au cours de l'histoire, se sont apposées sur les murs. Alors, nous ne nous attendions pas à en trouver à l'époque antique, mais Catherine Saliot nous a rappelé qu'à Pompéi, on a retrouvé un mur sur lequel on a des lettres et l'instituteur faisait son cours dans la rue. Et donc, la rue servait de tableau noir et c'est la première expression, dans notre ouvrage en tout cas, de forme d'écriture de la rue. Ensuite, c'est la question des édits royaux qui sont apposés. C'est les guerres d'affiches très précoces pendant la Fronde, avec les mazarinades qui sont chantées, mais qui sont aussi dessinées, qui sont aussi collées sur les murs. Et très vite, une régulation, puisque François Ier crée un corps d'officiers habilités à coller, ce qui ne signifie pas que cet édit est respecté. Et donc, très vite, les murs sont un enjeu. Et pendant la Fronde, c'est vraiment un lieu de lutte violent par la parole, violent par le dessin, mais d'une extrême violence dans ce qu'il dit et dans ce qu'il montre, dans un monde où l'image, évidemment, est à ce moment-là beaucoup plus forte que le texte. Bon, et puis ce sont toutes ces formes politiques, et par politique j'entends à la fois étatiques, mais également des formes d'expression populaire, les formes d'expression, des formes d'organisation politique syndicale de toute nature. Vous parliez de Villeglé, moi je suis absolument toujours, j'adore Villeglé, mais indépendamment du fait que je l'adore, ce qui n'intéresse personne, c'est qu'avec les collages de Villeglé, on a une coupe formidable dans la politique qui se fait. Parce que les limites d'un catalogue d'affiches, c'est souvent des très belles affiches, on voit une affiche, mais on ne sait pas si cette affiche, elle n'est pas restée pliée à l'intérieur d'un bureau de telle ou telle organisation. Avec Villeglé, on a la politique à l'œuvre dans la rue, avec ses superpositions, ses combats, ses conflits, et c'est une source absolument formidable, indépendamment de ce que c'est une œuvre d'art. Élise Herskovitch, un tag, une fresque, un message sur un mur de Paris ou dans une autre grande capitale du monde, c'est aussi un cri pour dire quoi ? Ils sont assez divers, les cris. Il y en a pour qui c'est un cri politique, justement. Et là, je peux faire référence à ce qui n'est pas d'ailleurs comptabilisé dans la création de l'art urbain, mais en tout cas de tout ce qui a accompagné mai 68 et de tous ces messages politiques qu'il y avait sur les murs. Et puis souvent, c'est le cri d'une individualité ou en tout cas l'expression d'une nécessité d'exister aussi dans ce grand
dans ce grand univers qu'est la ville, et de montrer qu'on vit la ville autrement. La particularité de ce monde, de l'art urbain et de ses acteurs, c'est de vivre la ville différemment, de la regarder différemment, et aussi d'y communiquer aussi d'une manière particulière. C'est-à-dire que quand on se balade avec un tagueur ou avec un graffeur ou avec un artiste urbain, on voit que le regard, d'abord, est porté beaucoup plus haut sur les murs de la ville et à des endroits beaucoup plus insolites que ceux qui marchent normalement et qui avancent d'un point A à un point B, comme vous expliquiez tout à l'heure. Et aussi, il y a toute cette connivence, en fait, et toute cette communication de dire « j'étais là à cet endroit-là, je me suis mis à cet endroit-là, regarde où je me suis mis, est-ce que tu vas essayer de faire mieux? Est-ce que tu vas réussir à faire mieux? Est-ce que tu vas faire plus coloré? Est-ce que tu vas faire plus stylisé dans la calligraphie ?» Et aussi, il y a vraiment, et c'est la particularité du graffiti et du tag, c'est la communication avec ses pairs. Et de vraiment d'envoyer un message pour dire j'ai été ici, montre-moi si tu as été là, montre-moi où est-ce que tu te déplaces. Donc on parle à ses pairs pour parler aussi au plus grand nombre. Absolument, bien sûr. Et pour aussi, après, développer un travail beaucoup plus global qui va aussi s'accompagner d'ailleurs d'un travail en atelier, d'une recherche esthétique qui sera au-delà de celui du mur dans la rue. On va découvrir à présent la parole de la street artiste Petite Poissonne, originaire de Grenoble. Elle nous parle de son premier collage dans l'espace public. Mon premier collage urbain, c'était un texte qui disait « Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit ta gueule ». C'était une reprise, un détournement de la chanson d'Hervé Villard qui disait « Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime ». Et en fait, c'était destiné à n'être qu'un one-shot. J'ai essayé de coller en fait, dans la rue comme ça, juste pour voir. Et ce que j'ai ressenti, c'était surtout... au moment où il a été collé, la satisfaction d'avoir trouvé le bon endroit pour coller. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas l'adrénaline qui me motive de faire quelque chose d'interdit, parce que ça reste interdit, mais c'est vraiment trouver le bon endroit avec un texte qui colle, c'est le cas de le dire, à cet endroit-là. Et voilà, c'est comme une sorte de chasse en fait. Et la satisfaction, elle vient de là et elle vient après des gens qui vous écrivent pour vous dire que j'ai croisé un texte dans la rue de vous et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est vraiment les deux satisfactions qui font que je continue de coller depuis ce jour-là, depuis 10 ans en fait. C'est la street artiste écolosse Petite Poissonne qui parle de l'adrénaline. Et oui, il y a quelque chose d'un peu interdit aussi. Est-ce qu'on a le droit de coller, de dessiner, d'écrire sur les murs de nos villes? Daniel Tartakovsky. Défense d'afficher, loi du je ne sais pas combien juillet 1881. Non, je le disais tout à l'heure, la rue est constamment et en longue durée le lieu d'une tension entre des pouvoirs qui s'efforcent d'y mettre un peu d'ordre, y compris d'un point de vue plastique et esthétique, indépendamment de l'aspect politique, et non seulement la volonté, mais la capacité permanente qu'ont eu les hommes plus que les femmes, d'accord, de s'approprier les murs et les rues pour en faire, je ne dirais pas autre chose, pour en faire la rue. Moi, tout à l'heure, vous parliez de la rue vide. En fait, avec le Covid, il s'est passé, on était en train de finir le bouquin absolument. Quand le Covid est arrivé, alors ça nous a permis d'avoir un petit peu de temps et d'accélérer le mouvement, mais... brusquement, on se mettait à la fenêtre et la rue... Vous n'êtes pas sorti. Vous n'avez pas bravé l'interdit. Un peu, mais ça n'a pas d'intérêt pour mon histoire. La rue, elle était là, les trottoirs étaient là, mais il n'y avait plus de terrasse, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus de boutique, il n'y avait plus de passants. Est-ce que c'était encore la rue? Oui. Elisa Skovic, vos street artistes, ils se mettent en danger? Ils se mettent en danger, oui, il y en a plein qui se mettent en danger. Alors, moins dans la rue que dans le métro. Mais oui, bien sûr, de toute façon, c'est interdit. Donc, on peut se faire arrêter par la police, on peut avoir des très grosses amendes, on peut être attaqué en justice, oui, bien sûr, Et d'ailleurs, le graffiti, le tag, le street art est dangereux. La rue est dangereuse aussi. C'est un espace dangereux. Vous parliez de la nuit, vous parliez de... il y a des rues qui sont dangereuses. Mais je pense que, à l'instar de ce que disait Petite Poissonne, je pense que l'adrénaline et la peur du danger est moins importante
que cette façon de vivre la ville, en fait, finalement, de se la réapproprier, d'y mettre sa marque, et aussi de faire des propositions à ceux qui la vivent. Elle disait, oui, je reçois des messages des gens qui disent, j'ai vu ton message, ça m'a fait du bien. Il y a quand même quelque chose de profondément généreux chez tous ces artistes, au-delà des street artistes, des artistes qui font des propositions esthétiques dans la ville, c'est de s'adresser à tout le monde et de donner à tout le monde, puisqu'ils n'en retireront rien en tout cas de financier ou voilà. Mais il y a vraiment cet échange bénévole avec ceux qui vont vivre la ville et qui vont voir leur message, qui vont voir leur œuvre, qui vont ressentir quelque chose et qui vont peut-être avoir une minute de répit ou en tout cas un moment de respiration ou d'inspiration, et peut-être que voilà, leur trajet sera dévié vers quelque chose de plus agréable et de Daniel Tartakovsky. Si je peux faire un tout petit glissement de l'art au sport à propos de la rue, mais je pense que ce que je veux dire pour le sport vaudrait sans doute pour certains des artistes que nous évoquons. Quand il y a eu les premiers skates, il y a des villes qui se sont battues contre les skates en cloisonnant l'espace, et d'autres qui au contraire ont ouvert des espaces dévolus aux squatteurs. Et des jeunes disaient, mais ça nous intéresse absolument pas qu'on nous donne un espace pour le skate. Nous on veut s'approprier l'espace, l'espace est à nous. Et je crois que l'adrénaline dont vous parliez, elle fait aussi partie d'une certaine manière. Cette relative mise en danger, c'est aussi une manière de dire je. C'est aussi une manière. Absolument. Donc elle fait partie j'ose pas dire du jeu, mais. Elle fait complètement partie du jeu. Mais en fait. Du jeu JE ou du jeu Les deux. Absolument. Je n'ai pas fait exprès. Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui sont les plus vandales, ceux qui sont les plus prolixes et qui vont là où ils ne doivent pas aller, c'est les plus jeunes, évidemment. Donc il y a évidemment le principe de tester ses limites, de tester les limites de ce que la rue impose, enfin de ce que les pouvoirs publics imposent et tout ça. Justement, de tester les limites du pouvoir public, je pense par exemple au collectif des colleuses, d'autres colleuses qui nous réveillent peut-être toutes et tous avec des messages féministes partout en France. Comment justement les pouvoirs publics accueillent ce genre de messages sur les murs des villes, où parfois on alpague des hommes politiques, des ministres des ministres du gouvernement. Daniel Tartakovsky. C'est ce que nous disons l'une et l'autre depuis le début, c'est tantôt. C'est plutôt, il faut respecter les lieux où l'affichage est autorisé, toléré ou interdit, et en même temps pour des raisons politiques, au meilleur sens du terme politique, de tel ou tel élu, ça peut passer par une tolérance, voire une mise en espace et souligner le message qui est porté ou au contraire par des formes répressives qui passent en général par des amendes. Donc on est dans des zones floues. Et c'est vrai que la tentative des pouvoirs publics pour spécifier les espaces dévolus au collage publicitaire ou au collage institutionnel, à pas de collage du tout, n'a jamais produit des effets radicaux. Je voudrais parler des colleuses parce que je pense que c'est une des choses les plus intéressantes qui se sont produites dans la rue depuis quelques années. Il se trouve que je leur ai proposé, à un certain, parce qu'elles sont plusieurs collectifs, c'est pas toutes les mêmes et tout ça. Donc il y a 2 ans, donc elles ont fait sur un des murs à programmation une intervention. La particularité quand même de cette manifestation, c'est qu'elle n'est pas du tout artistique. En tout cas, elle a un message très politique. Et par ailleurs, c'est du collage. Donc ça s'en va très vite. En tout cas, c'est soumis aux aléas climatiques. Et voilà. Donc pour parler des pouvoirs publics, c'est quand même très toléré. Là où elles sont le plus empêchées, c'est par les gens qui les agressent et qui enlèvent leur collage. Mais ce qui est génial, c'est qu'elles écrivent « tu arraches, on répare ». Et dans l'histoire, Daniel Tartakovsky, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, sur les murs du 19e siècle ou du 20e siècle? Par exemple, le 19e siècle, est-ce que c'est des pamphlets politiques, des articles de presse? Alors, des articles, non.
Les placards, comme on les a appelés dès le XVIIe siècle. Et les placards, ils étaient à la fois politiques dans des périodes de crise politique. Je parlais de la Fronde tout à l'heure. Pendant la période de la Révolution, bien sûr. La commune a été extrêmement productrice d'affiches qui étaient des affiches exclusivement texte. Si j'ose dire, ils n'avaient pas vraiment le temps d'aller au-delà. Mais toutes les grandes périodes de crise et de débat politique ont été créatrices de l'espace public avec tout ce que ça comporte et donc de transformation de la rue en lieu de l'écriture, lieu de l'écriture ou de l'expression plastique, en tout cas du message par une forme quelconque. La publicité qui s'est évidemment développée avec une très grande ampleur à partir de la deuxième moitié du dernier tiers du XIXe siècle, avec dans un premier temps, dans le mobilier urbain tel que conçu par Haussmann et ses successeurs, là encore la volonté de spécifier, les colonnes Maurice qui étaient destinées à l'affichage des spectacles, et puis les panneaux qui étaient destinés à des affichages, des formes de publicité dans le métro qui existaient aussi d'ailleurs, qui étaient peintes dans le métro, ce qui était du beau du bon du bonnet. Je me souviens. Donc, et bien sûr, des lieux d'expression individuelle, je t'aime, ou au contraire, je ne vais pas dire des choses épouvantables, mais au contraire des insultes, qui pouvaient être écrites, qui étaient nommées, dans la filiation des Charivari, mais qui s'inscrivaient sur les murs. Donc les graffitis sont vieux comme... sont vieux, peut-être pas comme le monde, mais enfin en tout cas comme les espaces clos dans lesquels des prisonniers ont eu besoin de laisser des traces. Il y a eu une très grande variété dans la longue durée. Et Élise Herskovitch, quand vous publiez le catalogue d'exposition de cette exposition Capitale 60 ans d'art urbain, est-ce que vous encapsulez, est-ce que vous emprisonnez dans un livre une pratique qui est censée vivre à l'air libre, je pourrais dire? Non, je pense pas, parce que c'est un catalogue amélioré d'exposition, puisqu'il y a des entretiens dedans, qu'il y a des textes explicatifs. Mais je pense pas du tout. Je pense que les livres ont toujours accompagné le graffiti. D'accord. Puisque, comme son essence l'indique, il est éphémère. Donc, si on n'a pas des traces audiovisuelles ou des traces littéraires, ou en tout cas des recueils pour se souvenir, notamment à travers des photos de ce qu'ont été des murs et tout ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça disparaît. Ça laisse une trace. Donc ça laisse une trace. Donc non, c'est très important d'accompagner des projets de démonstration, des projets même d'occupation temporaire de lieux, comme ont pu être les bains-douches ou l'Essentiel. Enfin voilà, des projets qu'on a portés avec des artistes, ou la Tour 13. C'est très très important de les accompagner avec des livres. Au fond, d'arrêter le temps. Écoutons enfin la dactylo qui écrit sur nos murs des aphorismes drôles, poétiques et aussi revendicatifs. Pourquoi les mots? Pourquoi les murs? Pourquoi est-ce que je ne fais pas de street art illustratif? D'abord, parce que je ne sais pas dessiner. Et puis surtout parce que je suis photographe de métier. J'utilise donc déjà l'image. Mon moi photographe et mon moi la dactylo forment un duo qui se complète. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit. De la poésie, du slam. Ce que j'aime, c'est jouer avec les mots, dévier leur sens, faire court et décalé. L'aphorisme comme un uppercut du style. J'ai commencé à partager mes aphorismes et mes jeux de mots sur Instagram, mais j'ai vite trouvé que ça manquait de corps, donc je suis descendue faire des pochoirs dans la rue. Je pense que c'est vraiment là que tout se passe. La rue, c'est un musée à ciel ouvert qui n'est pas élitiste. On peut toucher des personnes de tous âges, de tous milieux et à toute heure du jour et de la nuit. Puis, oui, j'ai l'impression que mes mots prennent plus de sens dans l'espace public. Ils viennent rompre le train-train quotidien des passants et comme un peintre, les murs me servent de toile. Donc voilà, j'utilise les murs pour contrer les faces, sad, et les mots pour réunir les êtres et les lettres. Je fais de la poésie urbaine. Voilà, c'était la dactylo qui nous rappelle que la rue, c'est un musée à ciel ouvert où les passants deviennent aussi des regardeurs. C'est ça, Élise Herskovitch, on est dans un musée. Absolument. Et c'est ça qui est magnifique. En tout cas, ce qu'on vit, nous, avec les murs à programmation. Donc des murs, on a là, en ce moment, 4 murs à programmation dans le 20e, qui sont... les rues ? Oui, bien sûr. Rue des Pyrénées, au 163 rue des Pyrénées, 121 rue de Ménilmontant. Et il y en a un aussi au croisement de la rue des Haies et de la rue Buzinval. Et un autre qui se trouve au coin de la rue des Plâtrières et de la rue des Amandiers. Parfait. Et donc, ce sont des lieux
où justement l'artiste est en prise avec la rue. C'est-à-dire que comme ils ne sont pas en train de peindre des façades, ils sont sur le trottoir en train de peindre un mur, et ça prend en général entre 3 jours et une semaine. Et donc c'est un rendez-vous artistique, un rendez-vous social, un rendez-vous pour discuter et pour ressentir quelque chose. Il y a un mur par exemple qui est donc rue des Pyrénées, qui s'appelle le mur du Square Karcher, ça ne s'invente pas, et qui est un mur de soutènement. Donc c'est un mur qui fait 2 mètres de haut mais 40 mètres de long. Et on le fait tous les 2 mois, tous les 2 mois à peu près. Donc là on en est déjà presque au 100e mur depuis qu'on a commencé. Et donc c'est devenu un rendez-vous où les gens du quartier, mais pas que, viennent discuter avec l'artiste, viennent regarder la création en train de s'opérer. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on offre à la rue et à ceux qui y déambulent, c'est de pouvoir avoir accès au processus de création. Ce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas accès aux ateliers des artistes, si on n'a pas accès, même si on ne passe pas la porte des musées facilement ou des galeries. Voilà, on peut... Il y a des gens qui viennent tous les jours et qui passent 1 heure, 2 heures à regarder l'artiste en train de peindre, en train de construire son mur, et qui peut échanger avec lui, avec nous, avec les autres gens qui sont là et qui disent « je préférais celui d'avant, maintenant celui-là ça me fait ça », ou en tout cas ça me fait penser à ça. Et c'est devenu en fait finalement un territoire d'échange et d'usage un peu différent de ce qu'on peut voir dans la rue. Daniela Tartakovsky, dans votre livre, on se retrouve au tournant du XXIe siècle, et notamment à Paris, avec la rue qui se mue en espace public, où Paris est un peu vidé finalement de ses voitures, ou avec des zones soit à 30 km/h, soit des zones piétonnes, où la population peut flâner, donc regarder. Mais est-ce que cette population, elle peut aussi marcher sur Paris au sens de manifester ? Est-ce qu'on est dans une grosse zone de chalandise où on observe nos boutiques et on consomme ? Non, ce qui m'a frappé, je dis ça puisque c'est la dernière partie, je suis responsable de la dernière partie, ce qui m'a frappé, c'est que, on a eu, à partir des années 50, une espèce de confiscation de la rue par l'automobile et par l'hégémonie de l'automobile, culminant avec Pompidou et avec les risques que Paris a encourus. Et à partir des années 70, ce qui m'a frappé, c'est que dans l'ensemble des secteurs d'activité, on a vu réapparaître la notion, ou en tout cas la pratique, mais souvent la notion de retour à la rue. Retour signifiant bien qu'il y avait eu une période de confiscation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes formes de retour à la rue, qui valent pour les urbanistes, qui valent pour les artistes, qui valent pour les politiques, elles coexistent, sans qu'il y ait eu un chef d'orchestre qui ait décidé que la rue devait redevenir autre chose. Donc, c'est vraiment un phénomène social profond que cette volonté de trouver un lieu d'échange, de vivre ensemble, qu'il ne faut cependant pas enjoliver et surestimer. Nous sommes parisiens, nous vivons malgré tout dans un espace très privilégié dans notre rapport à la rue, et nous savons bien qu'une rue n'est pas toujours égale à une rue, et que malheureusement, encore une fois, le rapport des uns et des autres à la rue n'est pas toujours aussi festif et passionnant que ce que vous exposez. J'habite tout à côté l'un des murs, donc je confirme. Mais, vous aussi, vous vous arrêtez pour regarder les... Et encore attention, parce que dans mes retours à la rue, j'ai fait état... j'ai longtemps travaillé sur les manifestations, ça s'appelait des manifestations. Et puis un jour, nous avons un ministre qui nous dit « ce n'est pas la rue qui gouverne ». Et ce qui me frappe, c'est Jean-Pierre Raffarin, nous sommes au moment d'une des réformes des retraites. Et ce qui me frappe, ce jour-là, je me dis, il a dit la rue. Et je me dis, mais dans un pays comme le nôtre, dire la rue, majuscule ou pas majuscule d'ailleurs, hein, c'est un mot fantasmatique, enfin, c'est un mot qui véhicule... beaucoup d'espoir, beaucoup de toute une histoire. Et puis là, mais la rue, c'est aussi... Quand il nous dit que ce n'est pas la rue qui gouverne, il ne parle pas de la rue de la Révolution française, il nous parle de la rue de Tarbes et de Lebon, il nous parle de la foule irrationnelle, il nous parle de ceux qui, précisément, mettent en cause l'ordre des choses, l'ordre institutionnel des choses. Et donc, ce retour à la rue, avec l'usage du mot rue qui opère effectivement un retour en force, il n'est pas univoque.
Merci beaucoup Daniel Tartakovsky. Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, c'est publié chez Thaïlandier. Elie Derskovic, le catalogue de l'exposition Capitale 60 ans d'art urbain à Paris est publié aux éditions alternatives. Et merci à nos 3 street artistes connectés, la Dactylo, Singular Vintage et Petite Poissonne. Vous retrouvez leurs œuvres et leurs histoires dans le livre de Sophie Pujas, Le rire urbain, quand le street art fait de l'humour aux éditions alternatives également. Mais vous restez encore un peu avec nous pour écouter les quadrithèmes de Charles Dantzig. Aujourd'hui, 3e épisode de sa série sur les écrivains rouges, tout rouge, comme Mayakovsky. Dans ce quadrithème du rouge littéraire, voici le rouge Mayakovsky, de la teinte du boulet de canon lancé contre les vieilles formes poétiques et de la colère qui rendait ce poète si malheureux. Comme le disait Jean Genet, on n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Mayakovsky a été très malheureux. D'abord par sa faute, ou disons par sa maladresse, une maladresse de jeune homme fougueux. Il était d'une forfanterie qui écrase celle de Barbé d'Aurevilly, dont je parlais hier, et la hâblerie de Sandrard, dont je parlais avant-hier. Pour être rouge, il faut croire qu'il est nécessaire d'être vantard. La première pièce de théâtre de Vladimir Mayakovsky s'intitule « Vladimir Mayakovsky ». Dans son poème « L'homme », il parle de Vladimir Mayakovsky à la 3e personne. Tout cela a entraîné des moqueries. Comme tout narcissique, Mayakovsky a été incapable de les comprendre et a, par réaction, développé l'idée qu'il était un Christ souffrant. Pour compenser la blessure, ce Gavroche russe s'est donné des airs d'ogre. Il rugit dans de très beaux poèmes, appelant la rue à se révolter. Il dit la rue, chose originale, pas peuple, ni ouvrier, non, rue. Il faut qu'on y descende et qu'on y parle. La rue se tord privée de langue, écrit-il 2 ou 3 ans avant la Révolution d'octobre dans Le nuage en pantalon. La rue doit prendre la parole, mais aussi la corde et le couteau. Et qui faut-il tuer? Les boutiquiers. Hissez plus haut à vos potences les corps transpercés et sanglants des boutiquiers. La Révolution accomplie, il appelle à se débarrasser non seulement d'eux, mais de toute la petite bourgeoisie, selon lui anticommuniste. C'était un futuriste, Mayakovsky. Et on connaît le goût de la brutalité qu'a eu cette école. En Italie, beaucoup de futuristes sont devenus fascistes. Mayakovsky a été vite déçu par la Révolution. Il s'est tué d'un coup de revolver. Rouge, le sang a coulé. La Révolution s'en est bien moquée. Elle devait en assassiner bien d'autres des poètes. Yesenin, Mandelstam, Berghalson. Et finalement, la forfanterie de Mayakovsky a eu raison. Il est maintenant plus connu que je ne sais quel bureaucrate soviétique et assassin. Ce n'est pas à cause de son suicide, oh non, ce serait donner une trop belle place à la mort. C'est grâce à une autre chose rouge, sa poésie. L'idéal supérieur de Mayakovsky était là. Si cela avait été la politique, il aurait tiré non des vers, mais des balles. Il nous laisse, entre autres, cet extraordinaire nuage en pantalon que je place à côté des feuilles d'herbe de Walt Whitman. On y trouve cette plainte sublime, le creuset même du rouge Mayakovsky. Votre fils est fabuleusement malade, malade, il a un incendie au cœur. Merci Charles, à demain pour un 4e et dernier épisode de vos quadrithèmes. Demain, rendez-vous à partir de 12h pour Bienvenue au Club en compagnie de la comédienne Dominique Blanc. 12h50, un book club consacré à l'enfance au cinéma. C'est la fin de cette émission, préparée et programmée par Oriane Delacroix et Alexandre Alaï-Begovic, réalisation François Richer et à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi.